tranquillou sur le dossier, car on a la meilleure présentation de la journée, la plus dynamique. Ils m'ont parlé d'Alexandrin Rimet, donc ça va être assez ouf. Donc voilà, je ne sais pas comment introduire mieux ce travail-là. Sinon, je leur souhaite bonne chance. Et puis franchement, déjà, bravo. C'est parti, on repart? Allez. Ouais, allez, on y va. Merci Julien. Je me présente rapidement, Benjamin Chartier, je suis consultant indépendant et à côté de moi j'ai Jean-Baptiste Débat de la région Hauts-de-France. Voilà. Donc l'objet de notre présentation cet après-midi, là, c'est de vous présenter l'état des lieux sur un plugin que vous connaissez peut-être, peut-être pas, ou des plugins, je devrais dire, mais bon voilà. Un plugin utilisé par les plateformes de données géographiques régionales qui ont été évoquées déjà un petit peu ce matin. Alors, déjà, je pensais que c'était une bonne idée. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein, vous me direz, hein, vous m'enverrez des dommages si c'est une bonne idée, puis je pensais que c'était peut-être pas idiot de représenter ce que c'est qu'une plateforme de données géographiques. Ça bouge pas là-haut? Bon, si, c'est bon. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quasiment dans toutes les régions en France, vous avez une plateforme de données géographiques régionales. Donc, une structure, j'ai mis, vous avez vu le Craig, c'est un sponsor, donc autant le mettre. Mais voilà, dans quasiment chaque région, vous avez une structure comme ça. Donc, dans notre région à nous, en Haute-France, elle s'appelle Géo-de-France. Enfin, désolé pour le jeu de mots, mais voilà. Alors, à quoi ça sert une plateforme de données géographiques régionales? Il y a principalement quatre grosses missions. C'est mutualiser des moyens. Alors, des moyens humains, techniques, voilà, des financements, tout genre de choses. L'idée, c'est de partager entre acteurs du territoire des ressources pour avancer ensemble autour de la donnée géographique. Donc, deuxième grosse mission, c'est faciliter l'accès aux données. Troisième, c'est valoriser et développer leurs usages. Et puis, c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, mettre en place une infrastructure de données géographiques. Vous savez, le truc qu'on hérite de la directive européenne Inspire. Voilà. Donc, l'objectif de ça, c'est de rendre accessibles les données géographiques environnementales sur le web via des standards interopérables. Quelques exemples de standards en dessous, hein, des super standards que vous aimez tous et toutes, hein, j'imagine. Hein. CSW, WMS, MTS, WFS, enfin, ce genre de choses. Alors, le problème, c'est que, en fait, la majorité des utilisateurs à qui s'adressent les données géographiques ne savent pas forcément, en fait, ne sont pas forcément super à l'aise avec la manière dont on configure un accès à un service WMS, WFS, ce genre de choses, avec QGIS. En tout cas, même si la majorité saurait configurer une connexion, il n'est pas sûr en fait que la personne comprenne les tenants aboutissants de tous les paramètres qu'on a dans la fenêtre de paramétrage de QGIS. Et puis ensuite, même si on sait, c'est pénible. En fait, j'allais dire autre chose, mais j'ai trouvé le mot. C'est pénible, hein, c'est ça. Et puis surtout, les plateformes de données géographiques régionales, là, elles n'ont pas forcément les moyens d'accompagner tous leurs utilisateurs à faire ça. Donc l'idée a germé il y a une bonne dizaine d'années maintenant, de faciliter la découverte de tout ce patrimoine de données et de faciliter l'accès à la configuration à ces services via un plugin QGIS. Donc voilà, c'est ce qui a été fait en 2014. Enfin, c'est un projet que j'ai initialisé en 2014 quand j'étais administrateur de la plateforme GeoPicardie à l'époque. Sur la base d'un projet qui avait été initié par une association locale, une association faunistique, touristique et faunistique, faunistique uniquement, Picard, qui s'appelle Picardie Nature. Donc voilà, petite copie d'écran de ce qu'on trouve. Voilà, c'est l'exemple. C'est bien Géo-de-France aujourd'hui. Donc si vous cherchez, le mot-clé que j'ai mis dans le gestionnaire de plugins, c'est simple. Et du coup, j'ai trouvé le plugin de Géo-de-France, mais vous voyez qu'il y a eu des forks aussi. Il y a eu un fork pour Data Grand Est, ça vous voyez pas, je pense, peut-être que c'est trop petit. Hein. Mais il y a Data Grand Est, Géo-Bretagne aussi, il y en a d'autres. Et puis on parlera après de celui qui est juste en dessous, qui s'appelle IDG. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on le charge. C'est juste un panneau latéral, là sur la droite de la fenêtre QGIS qui apparaît, avec une arborescence thématique, avec l'ensemble
les principales ressources qui sont utiles aux partenaires du territoire. Et l'utilisateur, il n'a qu'une chose à faire, soit un glisser-déposer, soit un double-clic sur la couche. Et puis, ça s'intègre directement dans le plugin QGIS sans aucune configuration nécessaire par l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment la solution idéale pour un agent lambda d'une collectivité qui a aucune notion de ce que ça peut être du WMS, WFS et compagnie, puisque d'ailleurs, c'est même pas indiqué que c'est du WMS, du WFS ou ce genre de choses. Il n'a même pas à chercher dans un catalogue. Voilà, tout est prêt, clé en main. Donc, blablabla, c'est ce que je viens de dire. Et puis, là, je passe la main à Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui a en charge la refonte en fait, de tout ce travail-là. Enfin, en charge. C'est le principal contributeur. Bonjour, merci. Donc là, en 2023, donc, il y a eu un projet de refonte de ce plugin-là. On garde la ligne directrice d'un plugin qui est particulièrement accessible aux utilisateurs, donc le plus simple possible, en excluant voilà, les termes de flux, de WMS, WFS. Ce qu'on veut juste, c'est voir qu'il y a une couche et l'afficher sur QGIS. Donc sur la partie code, on a reconduit tout le code en utilisant donc, le plugin templater. Je crois que tu connais bien, Léa. Oui, Étienne aussi s'en souvient. Donc on remercie en tout cas les contributeurs. Donc ça, bon, c'était pour, ça se voit pas, hein, mais en tout cas c'est plus pour faciliter la maintenance du code et l'intégration dans QGIS. On y a voulu aussi donc une meilleure intégration dans QGIS, notamment en supprimant le volet qui était dédié, et donc en intégrant les couches directement dans l'explorateur QGIS, de manière à retrouver en fait toutes les sources de données au même endroit, ce qui est dans une optique toujours de simplifier l'utilisation pour l'utilisateur. Dans les grosses nouveautés, c'est que le plugin qui s'appelait originellement Jeux de France, qui avait été forqué aussi par d'autres IDG, donc avec à chaque fois le nom de l'IDG, bah là c'est de repartir sur un plugin unique, avec donc deux avantages, c'est de mutualiser les développements, d'intégrer tous les correctifs qui auraient pu être intégrés donc, dans ces différents forks, et surtout pour l'utilisateur d'avoir un seul plugin. Notamment voilà, pour les nombreux utilisateurs qui peuvent être sur plusieurs territoires, bah, d'avoir au même endroit, de manière unifiée, l'accès à 2-3 plateformes différentes, en fait toutes les plateformes qui peuvent les intéresser. Et dans les principales nouveautés aussi, c'est qu'initialement, l'administrateur de chaque plateforme devait gérer son projet via un fichier JSON de configuration, ce qui est resté assez simple. Là, la grosse différence, c'est que ce qu'on définit comme une plateforme, et ce qu'on y fera plus en détail après, en fait, une plateforme, c'est défini par un projet QGIS. Donc, un projet QGIS, on sait à peu près tout ce qu'on peut en faire. Ça offre une interface graphique pour pouvoir dire je vais organiser mes couches de telle manière, leur appliquer tel style. Et surtout, en passant par ce principe-là, là où avant le plugin gérait alors je dis des guillemets, mais que les flux WMS et WFS, là on gère directement en fait toutes les sources de données supportées par QGIS, à partir du moment où elles sont accessibles de manière distante. Ouais, donc là, pour illustrer ça, en fait, j'ai deux vidéos d'utilisation. La première d'un point de vue d'administrateur de plateforme et la seconde d'un point de vue d'utilisateur. Donc en fait, à la limite, l'administrateur, il n'a pas besoin de plugin, puisque voilà, c'est en faisant un projet QGIS qui va aller paramétrer sa plateforme. Donc pour commencer, voilà, là, on part d'un projet vierge. Il va aller renseigner les informations de sa plateforme ici, donc le nom, une description rapide, bien les métadonnées, c'est un peu vite, on est dans les métadonnées du projet. Et donc, dans les métadonnées du projet, il va pouvoir également aller renseigner certains liens qui seront affichés derrière à l'utilisateur. Là, sur la partie Go, donc l'administrateur gère les couches qu'il veut afficher. La seule condition étant bien sûr que ça doit être des couches qui sont accessibles de manière distante, forcément pas des couches en local sur son ordi. Donc ça peut être du code, des flux WMS, WFS, des fichiers JSON accessibles en HTTP, etc. Et pour chaque couche, il va aller pouvoir y entrer un résumé, rajouter quelque chose qu'on a voulu intégrer absolument, qui était déjà dans le plugin précédent, le fait d'avoir un lien vers une fiche de métadonnées, en général un géocatalogue ou autre. Et à partir de là, voilà, c'est terminé, il n'a qu'à enregistrer son projet, le déposer à un endroit où il est accessible via une URL, et à partir de là, ça peut être intégré au plugin. Et donc, ce projet-là,
pour l'utilisateur. Ça va donner ça. Donc, après l'installation du plugin sur la fenêtre explorateur, il y a un nouveau bouton qui est apparu avec les différentes plateformes auxquelles il a accès, les URL qui ont été déterminées par l'administrateur. Et en ouvrant la plateforme, il a un accès direct à toutes les couches. Donc, pareil, qui mélange des flux, des fichiers, etc. Et ces couches, il va pouvoir les charger directement, elles vont se charger avec le bon style. Et voilà, il va pouvoir y accéder, après, voilà, comme sur un projet QGIS classique. Et donc là, la seule chose qu'on a dû expliquer à l'utilisateur, c'est d'installer le plugin. Il va pouvoir aller enlever les plateformes qui n'ont pas d'intérêt pour lui, parce que pas sur son périmètre. Voilà, et à partir de là, il a en fait directement sa liste de sources de données qui correspond à ces différentes plateformes d'intérêt. Donc là, c'est grosso modo ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour l'administrateur, lui, voilà, simplement, il indique les paramètres et les descriptions de sa plateforme, les couches et les métadonnées. L'architecture qui a été utilisée, c'est qu'en fait, sur le GitHub donc, du plugin, on a un fichier JSON assez simple qui est en fait l'index des plateformes. Donc très concrètement, ce fichier, il contient l'URL des différents projets QGIS qui correspondent à chaque plateforme. Donc l'utilisateur, quand il installe son plugin, le plugin va aller télécharger cet index des plateformes, et de là, il va aller télécharger chaque fichier projet qui correspond aux différentes plateformes sélectionnées par l'utilisateur. Et là, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que les différents fichiers projets qui sont indiqués sur la droite sont hébergés et gérés par chaque plateforme indépendamment. Ce qui fait qu'en fait, très concrètement, pour ajouter une nouvelle plateforme au projet, le responsable de la plateforme demande à la communauté d'ajouter l'index de sa plateforme dans le GitHub du projet. Et à partir de là, il est responsable lui-même de l'hébergement, de la mise à jour de son fichier projet. Donc là, déjà, ce que je trouve sympa, c'est qu'une structure qui n'aurait pas forcément de grosses infrastructures, de serveurs, de géoserveurs, etc., bah, en fait, peut publier des push via ce plugin en ayant simplement un dépôt de fichiers, donc un serveur HTTP, sur lequel elle mettrait ses fichiers en GeoJSON, GeoPackage, n'importe quoi, et sa plateforme. Donc en fait, c'est accessible à toutes les structures, même si on n'est pas sur des grosses structures avec une grosse infrastructure. Et enfin, donc là, aujourd'hui, le plugin est disponible sur le dépôt officiel QGIS, encore en version expérimentale. Donc, il faut, donc, pour pouvoir le tester, donc activer les extensions expérimentales. Et là, l'idée, c'est avancer un petit peu sur la stabilité pour pouvoir le passer en version stable, on va dire, d'ici cet été. Et les prochains gros développements qui vont être faits vont être justement pour améliorer cette partie prise en charge, facilité d'usage pour l'utilisateur, notamment en lui proposant au premier démarrage un assistant pour qu'ils comprennent que dans le plugin, alors là aujourd'hui il y a 5 plateformes, mais l'idée c'est qu'il y en ait beaucoup plus. Donc en fait que ce plugin propose différentes plateformes, que toutes ne sont pas intéressantes pour lui, mais en tout cas qu'on ait un aperçu, qui sache qu'elles existent et qui puisse sélectionner celles qui l'intéressent. Donc on veut vraiment garder cette idée d'accompagner au maximum les utilisateurs, qui ne sont par définition dans ce concept pas forcément des géomaticiens ou des techniciens. Et après, alors chaque plateforme verra comment elle gère la transition entre son ancien plugin et le nouveau. Et notamment, voilà, comment on passe des anciens fichiers de configuration aux nouveaux fichiers de configuration. Et voilà, enfin, donc là, pour tous ceux qui souhaitent contribuer, bien évidemment, on a un dépôt ouvert, donc vous avez l'adresse qui s'appuie, comme d'habitude, pour contribuer, tester ou autre. Il y a quelque chose à rajouter. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Rien, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je rajoute quelque chose vraiment? Un verre en alexandrin, quand même. Un verre en alexandrin, ouais. Non. Sinon, tu me rends le micro.
Je sors un micro. Merci, bravo. Mon père en alexandrin est prêt. Allez. Non, ça va pas être en alexandrin. Juste pour information, hein, la géoplateforme a annoncé qu'elle allait mettre à disposition un projet QG justement dédié au plugin IDG, qu'on vient de voir, pour justement rendre accessible de manière thématique les données de la géoplateforme. Voilà. Juste à dire une petite précision. C'est bon là? Il y a moins d'applaudissements pour nous attendre que pour correspondre. Je vais essayer de dire un truc. Apparemment, dès que je parle, on m'applaudit. On fait pas mieux pour le planning. Ah merde. Merci. Bon, on voit qu'il y a une belle évolution depuis l'an dernier, puisqu'elle a été présentée aux journées QJCFR, la version du coup avant. Donc félicitations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouf, ça va ton bras? Du coup, dans la continuité de l'ajout de la géoplateforme, moi, ce que je trouve super intéressant dans ce plugin, c'est le fait de masquer la complexité pour rendre accessible à tous les sources de données. Et donc, du coup, est-ce qu'on pourrait masquer la notion d'IDG pour les gens qui ne bossent pas dans des territoires et dans des collectivités qui ne savent pas forcément ce que c'est, mais juste que ça devienne un méga menu qui permet d'ajouter plein de sources de données à son QGIS, la géoplateforme et d'autres. Et l'avantage d'un plugin comme ça, c'est qu'en plus, quand les URL des flux changent, on met à jour son plugin et puis on a tout de suite les données qui sont mises à jour. Pas besoin d'attendre le plugin, puisque ça se fait en fait, voilà, à chaque lancement de QGIS, les plateformes sont mises à jour. Je trouve que méga menu est un très bon nom de plugin plutôt qu'IDG. On peut faire un vote à main levée, je pense. Pour le nom, moi je propose France Data Géodata. Ça fait un peu France Travail. Hein. C'est moderne, c'est moderne. C'est l'actualité, monsieur. Ouais, je vais pas faire un vote à main levée, du coup, pour ça. Méga menu d'abord, mais sinon, juste pour le fait de ne pas mentionner qu'il s'agit d'IDG, en fait, on peut référencer n'importe quel c'est le nom qui projet QGIS de n'importe quelle initiative, à la limite. C'est le nom qui Mais effectivement, aujourd'hui, bon, c'est un nom, on l'a appelé plugin DG, vous ne savez pas trop, parce que c'était surtout des infrastructures de données géographiques régionales qui sont à l'origine du truc, mais on pourrait, enfin bref, on a galéré pour trouver quelque chose, un nom. Et donc on est resté là-dessus. Juste le désinstitutionnaliser. Ouais, comme dit Benjamin, au début, ça avait été pensé pour les IDG, mais justement, en fait, très récemment, on a eu donc, une réunion de la communauté, donc des acteurs historiques, et ça a été acté, ce truc-là, de pouvoir en fait intégrer n'importe quelle certaines limites, dans ce cas, n'importe quelle plateforme, y compris locale. Donc c'est pour ça qu'il y a des enjeux de bien structurer ce catalogue de plateformes pour pas avoir un truc pour tout. On a une question du Vaucluse. Ouf. Ben non, mais attendez les gars, vous travaillez ensemble. Vous êtes en bande organisée, quoi. Tu m'envoies par télépathie ta question. Alors, deux idées, c'est plus les idées. La capacité d'exploration par mots-clés. Dans les propriétés, on a souvent plein de mots-clés, tout. Est-ce qu'il est possible de non pas d'explorer l'arborescence, mais d'avoir le mode flou, d'une certaine manière? Deuxième idée, on pourrait avoir un regroupement qui serait pictogrammique, c'est-à-dire il y a des fois, c'est assez sympa d'avoir des entrées métiers ou des entrées. La région sud, ils ont trouvé un mot qui était la notion d'univers, c'est-à-dire on a une approche encore plus globalisante sur des approches, et notre question est restée flottante, donc j'y renonce. Ok, alors le premier aspect sur la recherche, c'est ça? Ok, donc il y avait une première idée qui était sur. Et juste le dernier, c'est les favoris. Si quand il y a quelque chose qu'on consulte régulièrement, quand on ne sait plus, tiens, on se dit c'était ce truc que je voulais, qu'on puisse éventuellement garder en mémoire. Section favoris. Ok. Alors sur la question de recherche, il y a effectivement, il me semble que tu as essayé des choses, Jean-Baptiste. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas faire de recherche géographique en fait dans l'explorateur de QGIS. En fait, on est un peu limité par les fonctionnalités qui sont proposées par QGIS dans l'explorateur. Par contre, on peut faire une recherche comme dans toutes les couches en fait qui sont dans l'explorateur. La notion de recherche existe, pas de recherche floue, mais il y a une notion de recherche.
Sur la notion de pictogramme, d'univers, en fait, aujourd'hui, nos univers, ce sont des initiatives qu'on appelle plateformes de données géographiques, mais on pourrait imaginer que des contributeurs publient des projets pour les univers qui les intéressent. Mais en tout cas, ce sera la responsabilité des gens qui vont maintenir les projets QGIS qui seront rendus disponibles à distance au plugin. Voilà, donc nous, en tant que gestionnaire du projet, on n'aura pas la main dessus, on ne pourra pas créer des espèces d'univers par-dessus ces fichiers projet QGIS. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces idées. Le principe d'univers peut aussi peut-être nous servir, nous, à regrouper des plateformes qui seraient thématiques. Mais ça, effectivement, sur cette question-là, tout est à montrer et on ne sait pas exactement selon quels axes au pluriel on peut regrouper les plateformes. Et sur la partie favoris, c'était justement une des motivations en fait, pour intégrer le menu dans l'explorateur QGIS. C'est qu'en fait, de cette manière, on profite directement et sans développement des améliorations du navigateur QGIS, enfin, de l'explorateur QGIS qui peuvent être apportées dans les différentes versions. Donc aujourd'hui, je crois que la notion de favori n'existe pas, si je dis pas de bêtises, mais si elle est implémentée, peut-être qu'elle existe. Bon, en tout cas, naturellement, on n'a pas testé, mais s'il y a cette notion de favori qui existe sur l'explorateur, elle sera répercutée a priori automatiquement au niveau du plugin. Non, pas lui. Ah ouais. Il y a quand même François depuis tout à l'heure. Ah. Est-ce qu'on peut lancer Désolé, Nicolas. J'attendrai. Comme au tacos. Pardon. Ouais, ça va être très rapide et je m'excuse du simplisme qui peut peut-être masquer une certaine complexité, mais pourquoi l'administrateur il devrait reporter la liste des couches de la plateforme et pourquoi vous n'exploitez pas le catalogue tout simplement? Parce que justement, Réponds pas. Il a dit 4. ouais, non, Franchement, le lancement, on n'aura pas le temps. non, parce que justement, c'est pas forcément lié à un catalogue, c'est une liste de couches qui peuvent provenir de différents catalogues qui sont pas c'est pas forcément des flux, donc ils sont pas forcément référencés dans un index de flux. Et il n'y aurait pas intérêt à le faire au niveau de la plateforme, du coup, si on doit faire cette agrégation, parce que là, du coup, on va avoir dans QGIS une certaine interprétation et à côté, on aura un catalogue différent. En fait, l'idée pour nous, en tout cas pour nous, au niveau de GeoTrans, c'était pas de restituer tout le catalogue, mais d'avoir une certaine sélection de couches qui sont en fait les couches les plus simples et les référentiels, grosso modo. D'accord, merci. Puis t'as pas envie d'avoir tout, en fait. Il y avait une question, du coup. Là et là. C'est Sophie. Donc du coup, il y a un premier plugin qui avait été forqué, c'est le monde open source. Mais donc du coup, là, vous faites une refonte. Est-ce que vous avez mis en place une gouvernance autour du développement du plugin? Parce que vous hébergez sous votre GitHub, votre compte Géo de France du plugin, mais est-ce que vous communiquez les droits à d'autres administrateurs, d'autres plateformes ou est-ce que ça reste encore dans... Aujourd'hui, la gouvernance est plutôt officieuse, en fait. C'est fait naturellement. Franchement, je pense que c'est des questions qu'on n'a pas encore tranchées. En gros, qui peut avoir les droits sur ce topo? Après, l'autre question, c'est qu'il peut toujours aussi être parqué, hein, et on serait content de ce cas. Mais, enfin, il y a une gouvernance en fait, informelle. On n'a rien rédigé. Et voilà. Mais ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait on a regroupé l'ensemble des contributeurs des différents forks. On communique avec eux pas de manière complètement ouverte, mais on a des réunions de travail ensemble de manière irrégulière. Donc dès qu'il y a des décisions à prendre, en fait, on se rejoint en visio et on discute entre nous. Mais voilà, il n'y a rien de formalisé effectivement. Je crois qu'effectivement dans le projet GitHub, il n'y a rien sur la gouvernance. Il y a des droits d'accès à certaines personnes. Oui. Ouais. Non, mais je ne crois pas qu'il est trop tard. Hein. Vas-y, Nicolas. Non, mais c'était juste deux compléments. Pour la recherche géo, justement, et étendre les fonctionnalités, on est preneur de contributeurs QGIS ou du moins de la bonne pratique pour peut-être soumettre ça comme idée et voir justement si on peut le financer entre plateformes ou pas.
Enfin, voilà. Donc ça, profitons qu'on est là pour se voir à la pause et discuter de l'extension. Et après, pour le catalogue, il faut juste donner une idée. Hein. Pour Géo de France, on moissonne plus de 6000 données. Donc, dans une arborescence, ça aurait été compliqué de reproduire les données et je pense qu'on perdait l'intérêt. Donc, comme le disaient Benjamin et Jean-Baptiste, c'est vraiment les référentiels et les données produites par les plateformes. On cherche à répondre aux besoins essentiels des utilisateurs. Et juste pour compléter encore sur la quantité d'informations qu'il y a dans le catalogue, pour chaque couche de données, en plus, on peut avoir N manières de récupérer la donnée. Donc, à chaque fois, on en a sélectionné une ou deux au pire. Voilà. Et après, Géo-Bretagne a fait des pull requests qui ont été acceptés. Donc, enfin, en tout cas, on est ouvert et on pourra structurer au fil de l'eau. Il y a un canal Matrix et Nantes aussi, où voilà, ceux qui veulent participer de quelque manière soit peuvent le rejoindre. Ben, merci. Je veux bien ma carte d'identité, s'il vous plaît. Ah, yes.